Se défendre, c'est tomber dans le piège. Chaque fois que tu expliques, que tu justifies, que tu cours après une accusation, tu donnes le pouvoir à celui qui te pointe du doigt. Tu leur donnes le cadre, l'attention et le récit. Ce n'est pas de la force, c'est de la faiblesse déguisée en réaction. La vraie maîtrise naît lorsque tu apprends à ne pas bouger, lorsque ton silence pèse plus que 1000 mots, lorsque ta présence seule devient une réponse impossible à briser. Celui qui ne se défend pas déconcerte. L'accusateur attend ton agitation, ton désespoir pour clarifier, mais en ne lui donnant pas, tu le déshabilles. Ton calme le transforme en bouffon devant tout le monde, parce que pendant qu'il crie, tu restes intact, comme si ces mots ne méritaient même pas ton souffle. Cette indifférence n'est pas passivité, c'est une stratégie. C'est l'art de Machiavel transformé en arme psychologique. Faire en sorte que l'ennemi s'épuise seul jusqu'à se détruire avec son propre poison. Cette vidéo est un avertissement et, en même temps, une clé. Elle te montrera comment utiliser le silence comme une épée, comment renvoyer les accusations sous forme de miroir, comment maîtriser ta présence sans avoir besoin de parler, et même comment disparaître pour que ton absence vaille plus que ta défense. Ici, tu n'apprendras pas à plaire ni à gagner l'approbation de quiconque. Tu apprendras à construire une aura qui intimide, qui protège et qui oblige les autres à te défendre à ta place. Reste jusqu'à la fin, parce que ces 8 leçons ne vont pas seulement changer la façon dont tu affrontes les conflits, mais elles t'apprendront quelque chose de plus grand, que le pouvoir n'est pas dans la parole, mais dans la décision de ne rien dire du tout. 1. Ne te défends jamais. C'est comme un château construit sur un roc solide, qui n'a pas besoin de lever des drapeaux ni de lancer des flèches chaque fois que quelqu'un le pointe de l'extérieur. Le château reste debout, imposant, parce qu'il sait que ses murs parlent plus que toute justification. C'est ainsi que fonctionne le véritable pouvoir. Il ne réside pas dans la course pour nettoyer ton nom, ni dans l'explication au monde de ce que tu es, mais dans le fait de rester immobile, en silence, laissant la tempête s'écraser contre ta solidité. Se défendre est un réflexe instinctif, mais cet instinct est l'arme que tes ennemis attendent. Au moment où tu ouvres la bouche pour clarifier, tu confirmes que l'accusation a touché quelque chose en toi. Ta défense devient la preuve qui n'existait jamais. C'est comme entrer dans un jeu où toutes les règles sont contre toi. En te justifiant, tu cèdes la scène et le pouvoir narratif à l'autre, et tu passes d'être le protagoniste de ta vie à être un acteur secondaire dans le scénario que ton adversaire a écrit. Ne jamais se défendre n'est pas de la passivité, c'est une stratégie. Cela signifie que ton silence pèse plus que tout discours. L'accusateur cherche ta réaction, parce qu'il sait que dans la chaleur de l'explication, tu te dévoileras. Mais s'il ne l'obtient pas, si ton calme le confronte comme un miroir froid, sa propre insécurité est exposée. Ce qui était censé être une attaque devient une confession involontaire de faiblesse. C'est la force de celui qui ne se défend pas. Il oblige l'autre à se détruire seul devant les yeux de tous. Pense à la vie quotidienne. Dans une réunion de travail, quelqu'un te lance une critique injuste. Si tu réponds immédiatement, tu seras pris dans son jeu. Mais si tu gardes le silence, si tu soutiens le regard avec sérénité et laisses les mots se dissiper dans l'air, les autres commenceront à questionner l'accusateur, pas toi. Dans une dispute de couple, quand l'autre cherche à provoquer, te défendre, c'est allumer le feu. Tandis que garder le silence et montrer l'équanimité, c'est l'éteindre sans effort. Même dans l'arène numérique, où tout le monde cherche ta réaction, ne pas répondre est le coup le plus mortel, car il laisse l'adversaire parler seul, s'épuisant dans son propre écho. Machiavel savait que le pouvoir se construit dans la perception. Celui qui se défend semble supplier pour la compréhension. Celui qui ne le fait pas semble intouchable. C'est la différence entre la fragilité et la grandeur. Lorsque tu choisis de ne pas te défendre, tu envoies un message invisible mais percutant. Je n'ai pas besoin de ton approbation, je n'ai pas besoin de nettoyer mon image, parce que ce que je suis est au-dessus de tes mots. Celui qui apprend à ne jamais se défendre découvre un nouveau terrain.
où le silence devient autorité, où l'absence de réaction crée un mystère impossible à pénétrer. C'est là que le véritable pouvoir s'installe, non pas dans les arguments que tu lances, mais dans ceux que tu décides de ne jamais prononcer. 2. Transforme l'accusation en un miroir. Une rivière trouble ne contamine jamais le ciel qui la reflète. L'eau peut être sale, elle peut charrier des branches et de la boue, mais le ciel à sa surface reste intact, immense, imperturbable. C'est ainsi que tu dois apprendre à répondre aux accusations, non pas en te défendant, mais en renvoyant l'image à celui qui l'a lancée, en lui montrant que son attaque ne parle pas de toi, mais de lui-même. Quand quelqu'un t'accuse, ce qu'il fait vraiment, c'est se révéler. Il te montre son envie, son insécurité, ses manques. Si tu te précipites pour t'expliquer, tu renforces son accusation, comme si elle était légitime. Mais si tu la renvoies avec intelligence, si tu réussis à faire en sorte que ces mots restent pris dans le reflet, alors il est exposé à tous. Ce n'est pas toi qui es jugé, c'est lui qui finit sous le microscope. Transforme l'accusation en un miroir, et tu remarqueras un changement immédiat dans le pouvoir de la situation. Imagine quelqu'un qui te traite d'arrogant. Si tu sautes pour te justifier, tu as déjà perdu, car tu as reconnu que son opinion compte plus que ta fermeté. Mais si tu réponds calmement, « Curieux que tu me dises ça », ou simplement tu souris en laissant l'écho revenir, l'accusation devient un boomerang. Tout le monde commence à se demander pourquoi cette personne a-t-elle besoin de souligner cela. Qu'y a-t-il derrière son accusation? Celui qui essayait de te couler est pris dans son propre poison. Cette tactique ne consiste pas en une ironie bon marché, ni en des réponses sarcastiques, car cela te place aussi à son niveau. Il s'agit de projeter une telle sérénité que l'attaque rebondit sur toi comme si tu étais fait de marbre. Ton objectif est de rediriger le regard du public vers l'agresseur, pas vers ta réaction. L'important n'est pas de nettoyer ton nom, mais que tout le monde voit d'où vient la saleté. Dans la vie sociale, cette stratégie est cruciale. Quand quelqu'un te diffame, évite de donner de longues explications. Sois un miroir. Fais remarquer par ton calme que l'attaque reflète plus son insécurité que ta réalité. Au travail, quand quelqu'un cherche à te discréditer devant un groupe, ne cours pas pour démonter son argument. Laisse ces mots devenir un portrait de sa peur de ta position. En privé, si ton partenaire t'accuse sans raison, ne tombe pas dans le cercle des cris et des explications sans fin. Montre par ton attitude que ce qui a été dit est un reflet de ce qu'il ou elle porte en lui ou elle. Même sur les réseaux sociaux, quand quelqu'un lance de la haine gratuite, le silence et l'absence de réaction font que les gens lisent entre les lignes et remarquent que le problème n'est pas en toi, mais en celui qui insiste pour parler. Machiavel savait qu'en politique et en guerre, celui qui contrôle la perception gagne plus que celui qui verse du sang. Ici, c'est la même chose. Il ne s'agit pas d'être coupable ou innocent, il s'agit de qui réussit à diriger l'attention. Quand tu transformes l'accusation en miroir, tu retires le focus de toi et tu le mets sur l'autre. Celui qui crie finit par être observé, et toi, dans ton calme, tu deviens le juge invisible qui n'a pas besoin d'un estrade pour dominer la scène. Celui qui apprend à renvoyer les accusations découvre qu'il n'y a pas d'attaque qui ne contienne au fond une confession. Chaque accusation révèle l'ombre de celui qui la lance. Tu n'es pas la cible, tu es juste la toile où l'autre projette ses peurs. Et si tu comprends cela, tu ne te sentiras plus jamais blessé, car tu sauras que les mots des autres ne sont que des miroirs brisés qui ne peuvent pas tacher ton reflet. 3. Fais du silence ton arme la plus mortelle. Un tonnerre impressionne, mais c'est le silence avant la tempête qui génère vraiment la peur. La pause, le calme absolu, le vide de bruit qui annonce que quelque chose d'immense est sur le point de se produire. C'est ainsi que ton silence devient une arme. Il ne s'agit pas de rester silencieux par manque de mots, il s'agit d'utiliser l'absence de réponse comme la plus percutante de toutes les réponses. Dans un monde où tout le monde se précipite pour parler, pour justifier, pour expliquer ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils n'ont pas fait, ton silence devient un coup sec qui déconcerte.
L'accusateur attend de la résistance, il attend un débat, il attend que tu entres dans son jeu. Quand tu ne le fais pas, tu le désarmes, tu le laisses exposer à son propre bavardage. Parce que rien ne génère plus d'inconfort chez celui qui attaque que de faire face à un mur qui ne répond pas. Le silence devient un miroir impitoyable qui l'oblige à s'écouter lui-même, et cela est toujours insupportable. Fais du silence ton arme la plus mortelle, et tu découvriras que tu n'as pas besoin de crier pour dominer. Imagine quelqu'un qui t'insulte devant les autres. Si tu réponds, tu alimentes le spectacle. Mais si ton visage reste ferme, si tes lèvres scellées projettent le calme, celui qui crie finit par ressembler à un enfant faisant une crise de colère. Les autres le remarquent. Le silence change le focus de la scène, te transforme en le fort et l'autre en le désespéré. Ce n'est pas de la résignation, c'est de la stratégie. Le silence ne signifie pas soumission. Cela signifie que tu sais évaluer le terrain et que tu choisis de ne pas te rabaisser. Pense à un jugement social, à un groupe d'amis, au bureau, à la famille. Celui qui se tait au bon moment oblige les autres à interpréter. Et ce qu'ils interprètent est souvent beaucoup plus puissant que n'importe quel argument. Ton silence est un mystère, et le mystère pèse toujours plus que la justification. Dans un couple, le silence peut mettre fin à une dispute absurde. Non pas avec une indifférence froide, mais avec un calme qui montre clairement que tu ne rentres pas dans le jeu de la provocation. Au travail, quand quelqu'un cherche à te discréditer, se taire n'est pas céder. C'est laisser les autres mesurer qui garde le contrôle et qui le perd. Sur les réseaux sociaux, le silence est encore plus mortel. Pendant que d'autres attendent ta réaction, ta décision de ne pas répondre transforme la voix de l'adversaire en un écho vide. Machiavel comprenait que le pouvoir ne se montre pas toujours par une force visible, mais par une absence de mouvement. Le silence est cette ressource. Il ne t'épuise pas, il ne t'expose pas, il ne te rabaisse pas. Il oblige l'autre à s'épuiser, à s'exposer, à se rabaisser seul. C'est un champ de bataille où tu ne tires jamais, mais tu gagnes toujours. Le secret est de le maintenir fermement. Le silence faible se remarque, le silence ferme intimide. Ce n'est pas détourner le regard, ni se recroqueviller, c'est être présent, avec le dos droit, avec la sérénité de celui qui sait qu'il n'a pas besoin de se défendre, parce que son pouvoir parle pour lui. Ce silence est une lame invisible qui coupe plus que n'importe quel mot. Celui qui parvient à utiliser le silence comme une arme comprend qu'il n'y a pas de défense plus solide que l'absence de défense. Parce que le bruit passe, les voix s'éteignent, les accusations sont oubliées, mais l'image de quelqu'un qui est resté ferme en silence, sans tomber dans les provocations, reste gravée comme la marque d'un pouvoir qui n'a pas besoin de se démontrer. C'est le véritable coup, faire parler ton silence plus fort que n'importe quel cri. 4. Maîtrise ta présence physique. Le lion n'a pas besoin de rugir pour que la jungle sache qu'il est là. Sa seule figure impose le respect, sa démarche transmet le pouvoir et son regard suffit pour que tout autour se taise. C'est la force d'une présence qui se maîtrise elle-même, qui ne dépend ni du bruit ni de la défense, mais de la manière dont elle occupe l'espace et fait sentir aux autres que rien ne peut la briser. Maîtriser ta présence physique ne se résume pas aux muscles ou à l'apparence, mais au contrôle absolu. Le corps parle avant les mots et révèle toujours ce que tu essaies de cacher. Le nervosisme se remarque dans les épaules tombantes, dans les mains agitées, dans les yeux qui ne savent pas soutenir un regard. Le pouvoir, en revanche, se perçoit dans le calme du visage, dans la quiétude des gestes, dans la fermeté d'une posture qui ne vacille pas. Quand quelqu'un t'accuse ou essaie de t'entraîner dans une confrontation, il n'observe pas seulement ce que tu dis, il observe comment tu le dis, comment tu te déplaces, comment tu respires. Si tes gestes sont agités, si ta voix tremble, son attaque se renforce. Mais si ton corps reste serein, si tes mouvements sont lents et ton regard stable, tu démontes son récit sans prononcer un mot. C'est l'avantage de celui qui maîtrise sa présence. Il transforme le langage corporel en un bouclier qu'aucune attaque verbale ne peut traverser. Dans un conflit de travail, par exemple, quelqu'un peut essayer de te ridiculiser devant les autres.
Si tu réagis avec agitation, tu es pris à son jeu. Si tu gardes le corps droit, le regard calme et la voix posée, même dans le silence, tous percevront qui a le véritable contrôle. Dans une discussion personnelle, quand quelqu'un élève la voix cherchant à t'entraîner à la même fréquence, ta tranquillité corporelle devient un mur impossible à escalader. La maîtrise de la présence n'est pas seulement physique, elle est aussi psychologique. Celui qui réussit à transmettre de la sécurité avec son corps crée chez les autres l'impression que rien ne l'affecte. Cette perception est une arme, car elle génère des doutes chez l'adversaire. L'accusateur, en voyant que tu ne te laisses pas déstabiliser, commence à se demander pourquoi, commence à sentir que son attaque manque d'impact. C'est à ce moment que la balance du pouvoir penche en ta faveur sans que tu aies eu à te défendre. Machiavel comprenait que la politique et la guerre ne se gagnent pas seulement par des actions visibles, mais par la façon dont les autres perçoivent ta position. La présence physique est un théâtre de pure perception. Celui qui maîtrise ses gestes transmet de l'autorité même sans en avoir. Celui qui perd le contrôle de son corps est exposé comme faible même si ses mots sont forts. C'est la paradoxe. Les gens croient en ce qu'ils voient plus qu'en ce qu'ils entendent. Apprendre à contrôler sa respiration, à garder le dos droit, à soutenir le regard sans dureté mais avec fermeté, à se déplacer sans hâte et à parler sans trembler sont des détails simples qui construisent une aura d'autorité. Et quand cette aura est établie, les attaques deviennent minimes, les accusations semblent être des bruits lointains et la figure que tu projettes devient un symbole d'intouchabilité. Celui qui maîtrise sa présence physique n'a pas besoin de se défendre. Sa seule posture est la défense. Sa tranquillité parle plus fort que n'importe quel cri. Tout comme le lion impose sans rugir, ton corps peut imposer sans avoir besoin d'expliquer. C'est la marque d'un pouvoir silencieux qui désarme, qui déconcerte et qui transforme chaque affrontement en une victoire avant de commencer. 5. Apprenez à disparaître. Les ombres ont un pouvoir que la lumière n'aura jamais. Elles apparaissent et disparaissent à volonté. Elles confondent, génèrent du mystère et s'échappent lorsque quelqu'un tente de les attraper. L'être humain, en revanche, s'accroche à la présence, au protagonisme, au désir d'être vu et entendu à tout prix. Mais celui qui sait disparaître, qui comprend l'art de se retirer au moment exact, possède un pouvoir qui déstabilise n'importe quel adversaire. Ne pas être là quand ils attendent votre réaction est un coup plus dévastateur que n'importe quel argument. La disparition stratégique ne signifie pas fuir ni se cacher. Cela signifie choisir quand et où être présent. L'erreur commune est de croire que rester sur la scène est toujours synonyme de force. En réalité, la surexposition vous affaiblit. Si vous répondez à chaque attaque, si vous êtes disponible pour chaque provocation, si vous apparaissez dans chaque conversation, vous devenez prévisible et facile à manipuler. En revanche, lorsque vous savez disparaître, vous créez un sentiment de vide et de mystère qui oblige les autres à penser à vous-même en votre absence. Imaginez un conflit social. Quelqu'un lance des critiques, attend votre réaction publique, cherche à vous entraîner dans un duel de mots. Si vous entrez, vous jouez son jeu. Mais si vous choisissez de ne pas apparaître, si vous vous retirez calmement et laissez l'écho résonner, ce que vous obtenez, c'est que tout le monde se demande pourquoi vous vous êtes tu, pourquoi vous n'étiez pas là, ce que signifie votre absence. Cette incertitude pèse beaucoup plus que n'importe quel discours. La disparition bien appliquée est un miroir qui reflète l'insécurité chez l'attaquant et, en même temps, vous élève comme une figure qui n'a pas besoin de se salir dans l'arène. Dans le milieu professionnel, disparaître peut être le coup maître lorsque l'on tente de vous provoquer en public. Vous n'avez pas à répondre lors de la réunion, vous n'avez pas à exposer votre énergie là où les autres s'attendent à la voir. Retirez-vous, laissez les voix s'épuiser d'elles-mêmes et revenez ensuite avec des actions concrètes qui parlent plus que n'importe quelle défense improvisée. Dans une relation personnelle, disparaître pendant une discussion absurde est aussi une façon de fixer des limites.
Il ne s'agit pas d'ignorer par caprice, mais de montrer que vous ne participez pas à des jeux destructeurs. L'absence, dans ce cas, n'est pas une distance, c'est du contrôle. Même dans le monde numérique, où tout le monde semble être esclave de l'immédiateté, disparaître est un pouvoir. Ne pas répondre immédiatement, ne pas être disponible pour chaque attaque sur les réseaux sociaux, ne pas tomber dans le cycle infini de répliques et de contre-répliques, transforme votre figure en quelque chose qui ne peut pas être facilement manipulé. Votre silence, votre absence, votre manque de participation à la provocation créent une sensation de supériorité impossible à acheter avec des mots. Machiavel le comprendrait parfaitement. L'absence bien calculée est une forme de domination. Le prince qui n'apparaît pas dans chaque dispute ne s'épuise pas, il se renforce. Le leader qui ne répond pas à chaque provocation ne perd pas d'autorité, il l'augmente. Parce que les gens commencent à se demander ce qui l'a arrêté, ce qu'il planifie, quel pouvoir invisible soutient son calme. Cette intrigue devient une ressource psychologique qui joue toujours en votre faveur. Apprendre à disparaître, c'est en essence apprendre à contrôler le cadre. Celui qui attaque s'attend à une résistance immédiate, s'attend à vous voir pris dans son jeu. Quand ils n'y parviennent pas, quand votre absence coupe le spectacle, l'attaquant est exposé comme quelqu'un qui se bat contre l'air. Vous, en revanche, vous vous élevez comme quelqu'un qui décide quand participer et quand ne pas le faire. Ce contrôle est du respect pur. 6. Redirige sans te justifier. L'eau ne se bat jamais avec les rochers, elle les contourne. Elle ne se justifie pas pour le chemin qu'elle emprunte, elle coule simplement, s'adapte, redirige la force de l'obstacle jusqu'à le transformer en partie de son parcours. C'est la leçon. Quand quelqu'un t'accuse, quand on cherche à te coincer, ta réponse ne doit pas être une défense désespérée, mais un mouvement élégant qui change le cours de l'attaque sans te livrer à elle. Se justifier, c'est se mettre soi-même les chaînes. Chaque explication ouvre une brèche que l'autre utilise pour pénétrer plus profondément sur ton terrain. Si tu dis « ce n'était pas comme ça », tu as déjà accepté le cadre de son jeu. Si tu essaies de prouver ton innocence, tu as déjà validé l'idée que tu devais prouver quelque chose. L'art de rediriger consiste à bouger comme l'eau. Tu ne te heurtes pas, tu ne discutes pas, tu ne supplies pas. Tu changes simplement de direction et tu forces l'autre à perdre son équilibre. Imagine une accusation en public. Quelqu'un te dit que tu n'as pas fait ton travail. La réaction commune serait de se précipiter pour donner des raisons, montrer des preuves, expliquer ce qui s'est passé. C'est tomber dans son piège. Rediriger serait de répondre calmement « Je suis intéressé à ce que tout soit clair. Nous le verrons en détail plus tard. » Tu ne t'es pas défendu. Tu n'as pas donné d'excuses, tu n'as pas alimenté l'attaque, tu as dévié l'énergie vers un terrain neutre où ils ne peuvent plus t'épuiser. L'accusateur attendait ton nervosité, ton besoin de nettoyer ton nom. Il ne l'a pas obtenu, et cela l'affaiblit devant tout le monde. Dans un couple, rediriger signifie ne pas entrer dans la dynamique des reproches qui ne finissent jamais. Si quelqu'un te lance une accusation absurde, au lieu de te justifier avec 1000 mots, tu peux répondre par une question qui les oblige à réfléchir. Qu'est-ce qui te fait te sentir de cette façon? La conversation change de direction et sans te justifier, tu as déjà désarmé la provocation. Socialement, quand quelqu'un cherche à t'exposer, rediriger, c'est retirer le focus de l'attaque et le porter sur l'essentiel. Qu'est-ce que cela apporte à ce dont nous parlons? Le coup se dissout et l'attention s'éloigne du théâtre qu'ils essayaient de monter. Dans le domaine numérique, la redirection est encore plus puissante. Chaque commentaire hostile cherche ta réaction immédiate. Si tu réponds par la défense, tu alimentes le feu. Si tu rediriges, montrant le calme et changeant le focus, l'attaque devient insignifiante. La clé est de ne pas donner la satisfaction de la bataille qu'ils attendent. L'eau ne demande jamais la permission, elle ne s'explique jamais. Elle trouve simplement une autre sortie. Machiavel enseignait que le pouvoir est perception. Lorsque tu rediriges sans te justifier, tu projettes la maîtrise parce que tu démontres que tu n'as pas besoin de te défendre, que tu décides comment et où répondre.
Celui qui attaque reste coincé dans son propre vide, car sa force se dissipe sur un terrain où il ne peut pas t'attraper. La redirection est un contrôle invisible. Elle ne se voit pas comme un coup, mais elle déplace toute la scène en ta faveur. Apprendre cette compétence change ta façon d'être dans le monde. Tu découvres que tout ne mérite pas d'explication, que toute attaque ne mérite pas de réponse, que toute accusation ne mérite pas ton énergie. Rediriger, c'est choisir intelligemment où placer ta force, plutôt que de la gaspiller à justifier ce qui n'a pas besoin d'explication. Chaque fois que tu réussis à le faire, tu construis une réputation de fermeté et de calme qui intimide plus que n'importe quel discours défensif. Celui qui maîtrise la redirection devient quelqu'un qui n'est jamais coincé, parce qu'il a toujours une sortie. L'attaque se dissipe, l'accusation se dilue, et la figure qui reste est celle de quelqu'un qui contrôle le terrain avec un seul mouvement. 7. Construisez une aura d'intouchabilité. Le feu ne demande pas la permission de brûler. Celui qui s'approche trop se brûle. Celui qui essaie de le capturer se consume. Et pourtant, tout le monde le respecte parce qu'ils savent que son essence ne peut pas être contrôlée. C'est ainsi que doit être votre présence dans la vie sociale, professionnelle ou personnelle. Un feu qui n'a pas besoin d'expliquer quoi que ce soit. Un pouvoir qui ne se défend pas, car il est entouré d'une atmosphère qui intimide et protège en même temps. C'est l'aura d'intouchabilité, un champ invisible qui repousse les attaques sans que vous ayez à lever le petit doigt. Construire une aura d'intouchabilité ne signifie pas devenir arrogant ou distant. Cela signifie cultiver une perception de force et de mystère si forte que peu de gens osent vous affronter. La plupart des gens vivent désespérés pour se montrer, pour clarifier, pour convaincre. Cela les rend vulnérables. Lorsque vous projetez le calme, lorsque vous savez choisir vos mots, lorsque votre regard et votre posture transmettent une sécurité absolue, vous créez l'impression que rien ne peut vous toucher. Et à ce stade, il n'est plus nécessaire de se défendre, car personne n'ose attaquer directement. En pratique, cette aura est construite avec cohérence. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes fort et ensuite réagir avec nervosité au premier contact. Vous ne pouvez pas parler de calme et ensuite exploser face à la critique. L'intouchabilité naît de la discipline interne. Contrôler les émotions, garder le silence quand il le faut, projeter une présence physique solide et rediriger les accusations avec élégance. Tout ce qui a été appris dans les leçons précédentes se fond ici, pour donner forme à un pouvoir que les autres ressentent avant même de vous entendre parler. Imaginez un conflit au travail. Quelqu'un essaie de vous discréditer devant le groupe. Si vous réagissez avec anxiété, votre image s'effondre. Mais si votre aura est déjà construite, votre simple regard suffit à transmettre que vous n'avez pas besoin de répondre. Le reste du groupe le perçoit et immédiatement, le doute tombe sur celui qui vous a attaqué. Dans le domaine social, l'intouchabilité est encore plus évidente. Si quelqu'un essaie de vous diffamer, vous n'avez pas besoin de vous expliquer, car ceux qui vous connaissent supposent déjà que l'attaque est fausse. Votre réputation solide fonctionne comme une armure invisible. Dans le couple, l'intouchabilité ne signifie pas froideur, mais stabilité. Cela signifie que vous n'êtes pas la proie de chantages émotionnels ou d'accusations injustifiées, car votre centre est si solide qu'il n'a pas besoin de se défendre. Cela génère du respect et élève la relation à un niveau plus conscient. Dans le domaine numérique, où la plupart des gens cherchent une réaction immédiate, votre aura d'intouchabilité transforme les provocateurs en bouffons, car votre calme fait perdre de la valeur à leurs attaques devant tout le monde. Machiavel savait que la perception est plus puissante que la réalité. Il ne suffit pas d'être fort, il faut paraître fort. Il ne suffit pas de résister, il faut projeter que vous êtes impossible à renverser. C'est l'essence de l'aura. Ce n'est pas seulement ce que vous êtes, c'est ce que les autres croient que vous êtes. Et lorsque votre image reflète le mystère, la fermeté et le calme, même les ennemis les plus bruyants réfléchissent à 2 fois avant de s'en prendre à vous. Construire ce champ nécessite de la patience. Ce n'est pas un geste isolé,
C'est un schéma constant. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous défendre, chaque fois que vous vous taisez au lieu de vous justifier, chaque fois que votre présence physique impose la sérénité, vous nourrissez cette atmosphère invisible. Jusqu'à ce qu'un jour, vous découvriez que vous n'avez plus besoin de faire d'efforts, car votre simple existence suffit à faire taire les doutes et à éteindre les attaques. Celui qui atteint ce niveau comprend que la véritable force ne réside pas dans le fait de gagner des discussions, mais dans le fait d'atteindre un point où personne n'ose les commencer avec vous. 8. Laisse les autres te défendre. L'écho ne naît jamais de lui-même, il a besoin d'une voix pour l'activer. Cependant, lorsqu'il apparaît, il multiplie le son original jusqu'à le faire retentir partout. Il en va de même pour le véritable pouvoir. Il ne s'agit pas de t'épuiser à défendre ton nom, mais de créer une influence si forte que ce sont les autres qui le font pour toi. Lorsque tu y parviens, ton silence n'est pas vide. C'est un appel invisible qui active des défenseurs naturels, prêts à parler en ton nom. La plupart se précipitent pour nettoyer leur réputation, pour répondre aux accusations, pour se justifier afin que personne ne doute d'eux. Cet élan désespéré les affaiblit. En revanche, celui qui sait attendre, celui qui reste calme et projette de la fermeté, finit par faire en sorte que les autres se sentent mal à l'aise face à l'injustice de l'attaque. Et alors, sans que tu ne le demandes, ton entourage prend la parole et répond pour toi. C'est le pouvoir le plus difficile à obtenir, car il ne s'agit pas de contrôler directement, mais d'inspirer suffisamment de respect pour que ta défense devienne collective. Cela fonctionne dans tous les domaines. Au travail, lorsque quelqu'un t'accuse sans preuve, ton silence accompagné d'une présence ferme fait intervenir tes collègues ou supérieurs en ta faveur. Personne ne respecte celui qui se justifie, mais tout le monde se tourne vers celui qui garde son calme. Socialement, si quelqu'un essaie de te diffamer, tu n'as pas besoin d'une bataille de mots. Si ton comportement a été cohérent, si ton image est solide, ce seront les autres qui démonteront les mensonges. Dans l'intimité, même dans une relation, lorsque tu choisis de ne pas réagir de manière défensive, ton partenaire ou tes amis finissent par reconnaître la vérité par eux-mêmes et démontent toute accusation injuste. Même dans l'arène numérique où les critiques se multiplient, le secret est de ne pas te rabaisser à un échange inutile. Si ton contenu, ton attitude et ton influence sont cohérents, tes abonnés ou ta communauté seront ceux qui répondront, ceux qui deviendront tes échos. Ton silence n'est pas une faiblesse, c'est le terrain qui permet que la défense vienne de l'extérieur, multipliée, plus crédible et plus dévastatrice pour l'adversaire. Machiavel comprenait que le pouvoir ne réside pas seulement dans la force propre, mais dans la capacité de pousser les autres à agir en ta faveur. Le prince le plus fort n'est pas celui qui combat toutes les batailles, mais celui qui fait en sorte que les autres les combattent en son nom. Laisser les autres te défendre n'est pas de la passivité, c'est de la stratégie. Tu projettes tant de fermeté, tant d'intangibilité, que la défense ne vient plus de ta bouche, mais de la perception que tu sèmes chez ceux qui t'entourent. Pour y parvenir, tu as besoin d'une cohérence absolue. Il ne suffit pas de se taire et d'attendre, car le silence vide est confondu avec la faiblesse. Ton comportement doit avoir démontré de la force, ta présence doit transmettre de la sécurité, tes décisions doivent refléter de l'autorité. Ce n'est qu'alors que ton silence a de la valeur, ce n'est qu'alors que les autres sentent que te protéger, c'est aussi protéger la vérité. Celui qui maîtrise cet art atteint un niveau supérieur d'influence. Tu n'as plus besoin de t'épuiser en explications, tu n'as plus à prouver quoi que ce soit, car ta réputation parle plus fort que n'importe quel mot. Lorsque tu choisis de ne pas te défendre et que tu vois comment les autres le font à ta place, tu comprends que le pouvoir n'est pas dans ta voix mais dans la confiance que tu as semée. C'est le sommet de la stratégie. Faire en sorte que ton nom devienne un écho que les autres soutiennent, pendant que tu restes silencieux, intact, intouchable. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme.
N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque. Les discussions ne sont pas gagnées par des cris, elles sont gagnées avec calme. Celui qui perd le contrôle a déjà perdu la bataille, même s'il pense que crier démontre du pouvoir. La vérité est autre. Le respect naît lorsque tu réponds avec fermeté sans perdre ta sérénité. Dans un monde où tout le monde cherche à s'imposer par la force, celui qui sait garder son calme est vu comme quelqu'un qui ne se plie pas, quelqu'un qui maîtrise la situation. Pense à ceci. Les insultes sont oubliées, les cris se perdent, mais une réponse claire, ferme et sereine reste gravée dans la mémoire. Tu n'as pas besoin de hausser la voix pour te faire entendre, tu as besoin de caractère. Les stoïciens l'ont enseigné il y a des siècles. Marc Aurèle disait que la force réside dans le fait de te dominer toi-même. Épictète rappelait que nous ne contrôlons pas ce que les autres disent, mais comment nous répondons. Et Sénèque savait que rien ne désarme plus un adversaire que de nous voir imperturbables. Cette vidéo ne cherche pas à t'apprendre à gagner des discussions, mais à les affronter avec intelligence émotionnelle. Il s'agit d'utiliser des phrases et des attitudes qui, appliquées dans la vie quotidienne, t'aident à protéger ta dignité, à établir des limites et à maintenir ta paix intérieure sans céder à la provocation. Ce que tu vas découvrir ici n'est pas de la théorie. Ce sont des outils pratiques pour faire taire l'autre sans recourir à la violence. Parce que la véritable autorité n'est pas bruyante, elle est ferme. La véritable force n'est pas dans l'imposition, mais dans l'inspiration du respect avec sérénité. Et quand tu apprendras à le faire, tu verras qu'il n'y a pas de discussion capable de te briser. 1. Réponds calmement, pas avec des cris. Un océan déchaîné semble avoir plus de force qu'un lac tranquille, mais quand la tempête arrive, la mer se heurte à elle-même et se roule jusqu'à perdre sa clarté, tandis que le lac, bien que silencieux, reflète parfaitement tout ce qui l'entoure. C'est ainsi que fonctionne le contrôle dans une discussion. Celui qui crie, s'agite et cherche à s'imposer par le bruit devient cette mer chaotique qui se frappe contre ses propres vagues. Mais celui qui choisit de répondre calmement devient ce lac qui, dans sa sérénité, montre une force inébranlable que l'autre ne peut ignorer. Lorsque quelqu'un élève la voix contre toi, la réaction automatique est de répondre de la même manière, de rendre le cri, d'augmenter le ton comme si la force résidait dans le volume. Mais tout ce que tu fais, c'est entrer sur le terrain de l'autre et t'épuiser dans un jeu où personne ne gagne. Les cris ne convainquent pas, ils ne font que saturer. La personne qui crie croit qu'elle contrôle, alors qu'en réalité elle montre sa plus grande faiblesse, l'incapacité de se maîtriser elle-même. Celui qui répond calmement ne signifie pas qu'il est faible ou qu'il accepte l'humiliation. Cela signifie qu'il sait que son pouvoir réside dans le fait de ne pas laisser l'autre décider de sa réaction pour lui. Épictète l'a expliqué clairement. Ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais ce que nous pensons d'elles. Et dans une discussion, ce qui détermine ton niveau de grandeur n'est pas ce qu'ils disent, mais comment tu choisis de répondre. Une réponse calme, ferme et claire coupe comme une lame invisible qui désarme l'autre. Quand quelqu'un te crie dessus en espérant que tu perdes le contrôle et voit que tu restes calme, il sent que son attaque rebondit sur un mur impénétrable. Ne te trompe pas. Il ne s'agit pas de rester silencieux ou de permettre qu'on te marche dessus. Il s'agit de répondre avec un ton serein, avec des mots qui clarifient ta position, mais sans leur donner ta paix. Un « je comprends ton point de vue, mais je ne vais pas crier » pèse plus que 1000 insultes. Une phrase ferme dite calmement a un impact qu'aucun cri ne peut atteindre. Le calme au milieu de la tension est une arme psychologique. Il déstabilise, met mal à l'aise et oblige l'autre à affronter son propre manque de contrôle. Si l'autre crie et que tu ne cries pas, il se voit lui-même comme quelqu'un de débordé face à quelqu'un qui garde son sang-froid. C'est là que naît le respect, non pas parce que tu l'exiges, mais parce que tu l'inspires. Marc Aurèle disait que la meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui t'a fait du mal. Ne pas imiter son bruit est ta victoire. Et Sénèque rappelait que la colère se punit toujours elle-même.
Laisse l'autre s'épuiser dans sa tempête pendant que tu restes solide dans ton calme. C'est ainsi qu'un homme ou une femme de caractère démontre qu'il ne se rabaisse pas au niveau de ceux qui cherchent un conflit bon marché. Pratiquer cela n'est pas facile, car l'instinct naturel te pousse à te défendre avec le même feu que tu reçois. Mais entraîner le calme, c'est entraîner le pouvoir. Chaque fois que tu réussis à répondre sans crier, tu renforces ton esprit, tu construis du respect et tu enseignes sans mots que ta valeur ne réside pas dans la violence, mais dans la sérénité qui te rend maître de toi-même. Souviens-toi, le cri est un bruit vide qui se perd dans l'air, mais le calme est un écho qui reste dans la mémoire. Et celui qui maîtrise ce calme maîtrise la discussion sans avoir besoin de gagner par la force. 2. Reflète l'attitude de l'autre sans l'imiter. La lune ne brille pas par elle-même, elle reflète la lumière du soleil, et pourtant elle illumine toute la nuit. Elle n'a pas besoin de rivaliser, elle n'a pas besoin d'inventer son propre feu. Il lui suffit de renvoyer ce qu'elle reçoit pour devenir impossible à ignorer. Dans une discussion, c'est la même chose. Tu ne gagnes pas en imitant l'énergie de l'autre, mais en la reflétant de manière consciente et stratégique, en lui montrant ce qu'il apporte sans te rabaisser à son niveau. Quand quelqu'un arrive avec hostilité, avec sarcasme ou avec ce besoin de s'imposer à tout prix, ton instinct peut être de répondre de la même manière. Mais cela signifie seulement tomber dans son jeu et devenir une copie de son désordre. La clé n'est pas d'imiter, la clé est de refléter. C'est-à-dire montrer l'essence de son attitude, mais depuis un lieu de calme et de fermeté, où tu contrôles la scène et il est exposé. Pense à ce qui se passe quand quelqu'un crie et que tu réponds avec sérénité. Ce contraste non seulement souligne sa perte de contrôle, mais oblige aussi les autres à remarquer la différence entre un caractère qui déborde et un autre qui reste ferme. Tu n'as pas besoin d'élever la voix pour démontrer ta force. Tu as besoin de refléter la sienne pour qu'il soit clair qui domine la situation. Dans une réunion, par exemple, si quelqu'un interrompt constamment, tu peux répondre avec des phrases posées comme « Je t'écoute, maintenant laisse-moi finir » ou « Je comprends ton point de vue, mais j'ai besoin que tu me laisses parler ». Tu ne l'insultes pas, tu ne l'imites pas, mais tu lui montres exactement ce qu'il fait. Épictète enseignait que personne ne peut te faire du mal sans ton permission. En reflétant l'attitude de l'autre, tu ne cèdes pas ton contrôle, tu l'affirmes. Marc Aurèle rappelait que l'homme fort ne réagit pas par impulsion, mais agit à partir de la raison. C'est l'essence de ce principe. Laisser l'autre se faire piéger dans son propre reflet pendant que tu avances avec sérénité. Le miroir ne change jamais ce qu'il montre, mais il ne se salit pas non plus avec l'image qu'il reçoit. Tu devrais être pareil. Si quelqu'un te parle avec arrogance, réponds avec clarté. Si quelqu'un essaie de s'imposer, réponds avec fermeté, mais sans agression. C'est un jeu psychologique puissant. Tu forces l'autre à voir son propre visage dans ta réponse. Et ce reflet dérange plus que n'importe quel cri. Sénèque disait que la colère se punit toujours elle-même. En reflétant sans imiter, tu permets à l'autre de s'emmêler dans son propre feu pendant que tu restes intact. Cette capacité non seulement protège ta dignité, mais aussi élève ton image devant ceux qui observent. Dans n'importe quel environnement, travail, famille, amis, la personne qui garde son sang-froid inspire toujours plus de respect que celle qui perd la tête. Refléter ne signifie pas se taire ni permettre des abus. Cela signifie répondre avec intelligence. Par exemple, quand quelqu'un te lance des ironies, tu peux répondre avec des phrases comme « Je ne suis pas là pour jouer, parlons clairement » ou « Si tu veux vraiment communiquer, fais-le sans sarcasme ». À ce moment-là, tu n'entres pas dans sa dynamique, mais tu ne cèdes pas non plus ton espace. Tu restes comme ce miroir qui renvoie ce qu'il reçoit, mais depuis un angle qui expose la vérité. La pratique de ce principe renforce ton caractère. Chaque fois que tu l'appliques, ton esprit apprend qu'il n'a pas besoin de se laisser emporter par la provocation. Tu découvres que tu peux te défendre sans devenir une copie de ce que tu affrontes. C'est un entraînement silencieux, mais il transforme la façon dont les autres te perçoivent, comme quelqu'un qui ne joue pas sur le terrain du chaos, mais qui domine le sien.
reflète sans imiter, répond sans crier, expose sans tomber dans le piège. 3. Établis des conditions pour le dialogue. Les portes d'une forteresse ne s'ouvrent pas à n'importe qui. Un appel clair, une autorisation consciente et le respect de certaines règles sont nécessaires pour que quelqu'un franchisse ces murs. Une discussion devrait fonctionner de la même manière. Ce n'est pas un terrain ouvert pour que n'importe qui décharge sa colère. C'est un espace que tu contrôles et dans lequel tu décides sous quelles conditions tu participes. Celui qui établit ces conditions ne protège pas seulement sa dignité, il fait immédiatement la différence entre un conflit sans direction et un dialogue qui peut avoir un sens réel. Au milieu d'une confrontation, la plupart agissent comme s'ils n'avaient pas le choix. Si quelqu'un crie, ils crient en retour. Si quelqu'un presse, ils répondent avec la même intensité. Ils oublient quelque chose d'essentiel. Tu as le droit de décider comment, quand et dans quel ton tu participeras à une conversation. Ce droit est ton bouclier et établir des conditions claires est le moyen de le rappeler. Il ne s'agit pas d'imposer avec violence. Il s'agit de fixer les limites qui préservent ta paix et font comprendre à l'autre que tu n'es pas prêt à jouer sur son terrain. Imagine que quelqu'un s'approche de toi avec agressivité, cherchant à te provoquer. Tu peux répondre par des phrases qui expriment ta position sans tomber dans le piège. Nous pouvons parler, mais pas de cette façon. Si tu veux que je t'écoute, nous devons baisser le ton. Le respect est la condition pour continuer. En prononçant ces mots, tu transformes la dynamique, car tu n'es plus à la merci de son impulsion. C'est toi qui définis le cadre de l'échange. Les stoïciens enseignaient que personne ne peut te faire perdre ta paix intérieure sans ton consentement. Marc Aurèle conseillait de se rappeler que l'esprit est maître de lui-même et que les actions des autres ne doivent pas rompre ton équilibre à moins que tu ne le permettes. En établissant des conditions, tu appliques cette sagesse. Tu décides quelle énergie tu acceptes et laquelle tu rejettes. C'est une façon de dire, sans crier, que ta dignité n'est pas à vendre et que ta tranquillité n'est pas un terrain facile à envahir. Ce principe a un pouvoir psychologique profond. L'agresseur s'attend à ce que tu entres dans son jeu, mais en fixant des conditions, tu le forces à s'arrêter et à reconsidérer. Tu n'attaques pas, tu ne renvoies pas d'insultes, tu montres simplement qu'avec toi, on ne dialogue pas sans respect. Cette pause, ce malaise qui se crée, est le premier signe que le contrôle est de ton côté. Sénèque avertissait que la colère conduit toujours à la destruction de celui qui la cultive. En refusant d'entrer dans un dialogue dans ces conditions, tu protèges non seulement ton énergie, mais tu empêches aussi que le feu de l'autre te consume. Tu apprends à distinguer ce que tu peux contrôler, ta réponse, et ce que tu ne peux pas, son attitude, et cette clarté est ce qui te rend respecté, même au milieu de la tension. Dans la pratique quotidienne, ce principe peut te sauver de conflits inutiles. À la maison, face à un partenaire qui discute avec un ton élevé, tu peux répondre calmement « Je veux parler, mais pas de cette façon ». Au travail, si un supérieur ou un collègue tente de s'imposer avec pression, tu peux fixer ta limite avec respect « Je suis prêt à collaborer, mais pas si nous continuons sur ce ton ». Ces phrases ne sont pas évasives, ce sont des ancres qui montrent que tu participes, mais selon tes règles. Au final, établir des conditions pour le dialogue n'est pas seulement une tactique pour gagner du respect dans les discussions, c'est aussi un acte d'amour-propre. Il enseigne aux autres comment ils doivent s'approcher de toi, et en même temps, il t'enseigne que ta voix n'a pas besoin de s'élever pour être entendue. 4. Apprends à fermer la porte. Un feu peut grandir tant qu'il a de l'oxygène, mais dès que tu fermes l'entrée d'air, il s'éteint. Peu importe son intensité apparente. Il en va de même pour de nombreuses disputes. Elles se nourrissent de l'espace que tu leur donnes, de l'énergie que tu investis et de l'attention que tu leur accordes. Savoir fermer la porte à temps est l'art de leur enlever cet oxygène et de se rappeler que tout conflit ne mérite pas une réponse, car tout conflit ne vaut pas ta paix. La plupart des gens pensent que se retirer d'une dispute est un signe de faiblesse. Ils pensent que céder le dernier mot signifie perdre. Mais c'est le contraire.
La personne forte n'a pas besoin de se prouver à chaque combat. La personne forte sait que sa dignité ne dépend pas de convaincre celui qui ne veut pas écouter. Fermer la porte n'est pas fuir, c'est choisir de ne pas investir ton énergie dans ce qui ne construit pas. Marc Aurèle conseillait de filtrer ce qui mérite vraiment ton attention. Pourquoi te fatiguer à clarifier ce que l'autre a déjà décidé de ne pas comprendre? Pourquoi continuer à répondre quand les mots ont cessé d'être un dialogue et sont devenus des armes? Dans ces moments, la réponse la plus sage est de terminer la conversation fermement. Ce sujet n'a plus de sens. Je ne vais pas continuer si nous parlons sur ce ton. Ici, je ferme la conversation. Ces phrases ne cherchent pas à humilier, elles cherchent à protéger ta sérénité. Fermer la porte est un acte de pouvoir, car il marque une limite définitive. L'autre peut crier, insister ou faire pression, mais tu as déjà décidé de ne plus ouvrir. Cette décision change tout. Le feu perd son oxygène, la dispute s'éteint et le contrôle revient à toi. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'intelligence. Celui qui sait se retirer à temps montre qu'il n'est pas lié à la nécessité de toujours gagner, mais à la nécessité de préserver ce qui vaut le plus, son calme et son caractère. Épictète rappelait que la liberté consiste à contrôler ce qui dépend de toi, et fermer la porte dépend seulement de toi. Tu ne peux pas contrôler ce que l'autre dit ou fait, mais tu peux décider quand la conversation est terminée pour toi. Ce n'est pas perdre, c'est te libérer du jeu dans lequel ils essayaient de t'attraper. Dans la vie quotidienne, ce principe devient crucial. Des disputes familiales qui se répètent encore et encore, des débats professionnels qui tournent en rond, des personnes qui cherchent à te provoquer sans intention de résoudre quoi que ce soit. Si tu entres à chaque fois, tu perds de l'énergie. Si tu apprends à fermer la porte, tu conserves ton pouvoir. C'est comme prendre soin d'une ressource limitée. Ton temps et ta paix sont trop précieux pour être offerts à celui qui veut simplement t'entraîner dans son chaos. Sénèque disait que l'homme sage ne se fâche jamais avec les événements, car il sait qu'il ne dépend pas de lui de les changer. De la même manière, l'homme sage ne prolonge pas une dispute qui n'a pas d'issue. Il comprend qu'insister sur elle est comme essayer de remplir un verre cassé. Peu importe l'eau que tu verses, il ne se remplit jamais. Fermer la porte, c'est accepter cette réalité et agir en conséquence. Cet acte génère aussi du respect. Quelqu'un qui ne sait pas se retirer montre une dépendance à la validation, mais quelqu'un qui dit « jusqu'ici » transmet indépendance et force. Le message est clair, je n'ai pas besoin de gagner cette dispute pour savoir qui je suis. Je n'ai pas besoin de t'imposer ma vérité pour maintenir ma valeur. Cette posture désarme et oblige les autres à reconnaître ton caractère, même s'ils ne l'admettent pas immédiatement. Apprendre à fermer la porte ne signifie pas être froid ou insensible. Cela signifie être maître de soi. Cela signifie savoir quand un échange a cessé d'être utile et quand il est temps de protéger ton espace. 5. Sois ferme dans ton indépendance. Un arbre solitaire au milieu d'un champ ouvert semble fragile face au vent, mais c'est précisément cette solitude qui le force à enraciner plus profondément que tout autre. Il résiste aux tempêtes qui déracinent des forêts entières parce qu'il a appris à se tenir sans dépendre de ce qui l'entoure. Dans les discussions et dans la vie, il en va de même. Celui qui dépend de l'approbation des autres s'effondre au premier souffle, mais celui qui construit son indépendance devient une présence impossible à briser. Lorsque tu entres dans une confrontation avec le besoin de plaire, de convaincre ou de chercher la reconnaissance, tu as déjà cédé ton pouvoir. Tu deviens vulnérable parce que l'autre sent qu'il a entre ses mains la clé de ta paix. L'indépendance est le contraire. C'est répondre avec la certitude que ta valeur ne réside pas dans le fait qu'on te donne raison, mais dans le fait que tu sais qui tu es. Marco Aurelio le répétait, la tranquillité parfaite consiste à ordonner chaque action comme si c'était la dernière. Ne parle pas et n'agis pas pour plaire, agis selon ta vérité, selon ce que tu considères juste et ferme. Dans une discussion, cela se traduit par des réponses qui marquent clairement ta position sans demander la permission. C'est ton opinion, je maintiens la mienne. Je comprends ce que tu dis, mais je ne vais pas changer ce que je crois correct.
Tu peux penser différemment, mais je ne vais pas bouger mes limites. Ces phrases ne sont pas de l'arrogance, elles sont de l'indépendance mise en mots. La dépendance émotionnelle ou intellectuelle dans un débat est une chaîne invisible. Elle te pousse à réagir pour ne pas décevoir, pour ne pas mal paraître, pour ne pas perdre l'acceptation. Mais le véritable respect naît lorsque tu montres que tu peux rester debout, même si personne n'applaudit. Cette fermeté inspire plus que 1000 tentatives de plaire. Dans la pratique, cette attitude est immédiatement perceptible. Si quelqu'un essaie de te manipuler avec des phrases comme « si tu n'acceptes pas cela, c'est parce que tu ne comprends rien » ou « si tu me respectais vraiment, tu serais d'accord avec moi », ta réponse ferme et indépendante change le cours des choses. Tu n'as pas besoin de crier, il suffit de dire « je peux te respecter sans être d'accord » ou « ton opinion ne change pas ma décision ». En restant sur ce point, l'autre comprend que le chantage émotionnel et la pression sociale ne fonctionnent pas avec toi. Sénèque avertissait que la plus grande richesse est de nécessiter peu. Cela s'applique aussi aux discussions. Moins tu as besoin de l'approbation des autres, plus ton caractère sera solide. L'indépendance te permet de ne pas être pris dans le va-et-vient des émotions des autres. Tu peux écouter, dialoguer, considérer, mais tu ne te brises pas parce que tu ne dépends pas du résultat pour te sentir complet. Être ferme dans ton indépendance ne signifie pas être fermé ou incapable de changer d'opinion. Cela signifie que lorsque tu acceptes un changement, tu le fais à partir de ton choix conscient, pas à partir de la pression. Cela signifie que lorsque tu écoutes, tu le fais à partir de l'ouverture, pas à partir du besoin d'acceptation. Cette différence change tout, car elle montre que ton centre est en toi, et non dans les voies externes. L'indépendance est inconfortable pour beaucoup parce qu'elle les confronte à leur propre vide. Quelqu'un qui se tient sans soutien externe est perçu comme difficile à manipuler, et c'est précisément l'essence de cette leçon. Ne sois pas manipulable, ne sois pas une feuille emportée par n'importe quel vent. Sois cet arbre qui, bien qu'il semble seul, a des racines si profondes que personne ne peut le bouger. Pratiquer cette attitude dans chaque discussion te rappelle que tu n'es pas ici pour gagner l'approbation de tous, mais pour vivre avec cohérence. 6. Rappelle-toi que la véritable autorité naît de l'autocontrôle. Le feu le plus intense n'est pas toujours celui qui ravage tout sur son passage. Parfois, la véritable force réside dans la braise contenue, dans la flamme qui reste ferme, sans déborder, éclairant sans avoir besoin de détruire. C'est ainsi que fonctionne l'autocontrôle, la capacité de contenir l'impulsion de réagir avec colère et de démontrer que la véritable autorité n'a pas besoin de bruit ni de violence, car elle émane de la maîtrise intérieure. Dans une discussion, beaucoup pensent que le respect se gagne en criant plus fort, en imposant des mots avec agressivité ou en intimidant avec des gestes. C'est une illusion. Ce qu'ils montrent réellement, c'est leur vulnérabilité, car en perdant leur calme, ils cèdent le contrôle de la situation. L'autorité véritable ne s'impose pas, elle inspire. Et celui qui sait rester maître de lui-même, même si l'autre tente de le provoquer, transmet une force impossible à briser. Marc Aurèle a écrit que celui qui se domine lui-même est plus puissant que celui qui conquiert des empires. Cette idée résume l'essence de cette leçon. Tu n'as pas besoin de vaincre l'autre dans la discussion. Tu as besoin de te vaincre toi-même au milieu du conflit. Chaque fois que tu choisis de contenir ton cri, chaque fois que tu réponds avec des mots fermes et clairs au lieu d'insultes, tu démontres que ton pouvoir ne dépend pas de l'extérieur, mais de ton caractère. L'autocontrôle agit comme un bouclier invisible. L'adversaire peut lancer des attaques verbales, il peut essayer de te déstabiliser, mais tes émotions restent fermes, sans ouvrir de fissures. Cet équilibre déconcerte parce qu'il rompt l'attente. Le provocateur attend du feu et reçoit de la sérénité. À ce moment-là, le contrôle change de main. Tu contrôles le rythme, tu décides du ton, tu définis comment se termine la scène. Épictète rappelait que tu ne peux pas contrôler ce que disent ou font les autres, mais tu peux contrôler comment tu choisis de réagir. C'est là la racine de l'autorité.
Il n'est pas nécessaire de hausser la voix. Il suffit d'une phrase ferme et calme. Nous pouvons parler mais sans crier, je t'écoute mais pas avec ce ton. Si tu veux continuer, que ce soit avec respect. Dites calmement. Ces mots deviennent un coup silencieux qui montre clairement qui dirige la conversation. Sénèque appelait la colère une folie passagère. Celui qui se laisse emporter par elle perd la raison, perd sa dignité et devient prisonnier d'un élan. Pratiquer l'autocontrôle, c'est refuser de tomber dans cette prison. C'est choisir de garder la clarté même lorsque la situation semble déborder. Et cette clarté pèse plus que n'importe quelle menace, car elle montre que ta force ne dépend pas du moment, mais de ton intérieur. L'autocontrôle a aussi un effet contagieux. Dans un groupe, il suffit qu'une personne conserve sa sérénité pour que la tension commence à diminuer. Cette présence sereine agit comme une ancre, obligeant les autres à baisser le ton. Le calme ferme a un poids qui désarme plus que 100 arguments. La véritable autorité ne cherche pas à s'imposer. Elle se reflète dans la façon dont les autres ajustent leur comportement en te voyant imperturbable. Dans la vie quotidienne, ce principe peut tout changer. Au travail, face à une accusation injuste, ce n'est pas la fureur qui génère le respect, mais la réponse sereine qui expose les faits sans se troubler. À la maison, lorsqu'une discussion s'intensifie, ce n'est pas la voix la plus forte qui résout, mais celle qui sait rester ferme et poser des limites avec calme. Dans la rue, lorsqu'une personne essaie de te provoquer, ce n'est pas la réaction impulsive qui te protège, mais la capacité d'ignorer la provocation et de continuer ton chemin avec ta dignité intacte. Se rappeler que la véritable autorité naît de l'autocontrôle, c'est comprendre que la force la plus puissante n'est pas celle qui ravage. 7. Protège ton énergie comme ta plus grande richesse. L'or peut se perdre, les propriétés peuvent changer de propriétaire et les titres s'effacent avec le temps. Mais l'énergie intérieure est un trésor qui, une fois gaspillé, ne se récupère pas facilement. Pense à une lampe à huile. Si tu allumes la flamme pour chaque personne qui passe, tu te retrouveras bientôt sans lumière quand tu en auras le plus besoin. C'est ainsi que fonctionne la vie, et surtout les disputes. Chaque mot lancé sans contrôle, chaque réaction excessive et chaque tentative de t'imposer avec fureur est un gaspillage inutile de ta richesse la plus précieuse, ton énergie. Beaucoup entrent en conflit comme s'ils avaient des réserves infinies. Ils crient, insultent, discutent pendant des heures et finissent épuisés, l'esprit épuisé et l'âme brisée. Ils ne se rendent pas compte qu'ils offrent aux autres ce qu'ils devraient protéger avec plus de zèle. L'énergie ne se voit pas mais se ressent, et celui qui la gaspille dans des querelles stériles se retrouve sans force pour ce qui compte vraiment. Protéger ton énergie signifie choisir avec soin où tu l'investis. Quand quelqu'un essaie de te provoquer, tu as deux choix, lui donner ta paix ou la conserver. La plupart tombent dans le piège et se vident en essayant d'avoir raison. Mais la véritable force réside dans le silence lorsque la discussion ne mérite pas de réponse, dans le calme lorsque les émotions veulent crier et dans le retrait lorsque l'autre partie ne cherche pas à comprendre, mais seulement à décharger son venin. Ce self-control ne te protège pas seulement, il envoie aussi un message puissant. Mon énergie n'est pas à ta disposition, je décide comment l'utiliser. Marc Aurèle conseillait de ne pas gaspiller son âme dans des affaires triviales, car chaque détour enlève de la force à l'essentiel. Il en va de même pour les disputes. À quoi sert-il de gagner un argument si, à la fin, tu perds ton équilibre? À quoi sert-il de prouver que tu as raison si tu finis épuisé d'énergie? Le sage n'est pas celui qui démontre sa puissance à chaque bataille. Le sage est celui qui conserve sa vitalité pour ce qui construit réellement sa vie. Épictète rappelait que tout ne mérite pas une réponse. Le sage choisit quelle voix écouter et quels bruits ignorer. Quand quelqu'un cherche à t'entraîner dans une dispute absurde et que tu choisis de ne pas céder, tu montres que tu valorises ta richesse intérieure plus que la satisfaction immédiate de répondre. C'est du respect pour toi-même, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que le dernier mot.
Sénèque disait que ce qui use l'homme, ce ne sont pas les faits, mais sa façon de les interpréter. Une provocation ne peut te voler ton énergie que si tu décides de réagir comme on s'y attend. Si tu choisis de la regarder avec distance et de répondre avec sérénité, tu conserves ta force intacte. Et cette énergie préservée devient ton avantage, car elle te permet de continuer à avancer dans ce qui compte pendant que les autres se consument dans la flamme de leur propre colère. Protéger ton énergie ne signifie pas toujours éviter les disputes, cela signifie les gérer intelligemment. Il y a des moments où il est nécessaire de répondre, mais le faire avec calme évite le gaspillage inutile. Il y a des situations où se retirer est la meilleure victoire, car ce que tu ne nourris pas s'éteint. Et il y a des occasions où une seule phrase ferme et claire suffit pour clore le conflit sans dépenser plus que nécessaire. Dans la vie quotidienne, ce principe change ta façon de te comporter. Avec ta famille, tu apprends à ne pas répondre à chaque provocation, parce que tu comprends que ta paix vaut plus que d'avoir raison. Au travail, tu choisis de ne pas t'engager dans des disputes qui ne mènent à rien et tu utilises ton énergie pour montrer des résultats. Dans ton cercle social, tu comprends que tout le monde ne mérite pas la même quantité de ton attention et cela te donne de la liberté. 8. Inspire le respect avec clarté et sérénité. Un phare ne rivalise pas avec la tempête. Il n'essaie pas de crier plus fort que le vent, ni de lutter contre le rugissement des vagues. Il reste simplement allumé, solide, éclairant avec une clarté sereine qui guide tout le monde sans besoin de bruit. C'est l'essence de cette leçon. Le véritable respect ne se gagne pas par la force, ni ne se réclame par des cris. Il s'inspire par le calme et la clarté avec lesquels tu te tiens debout au milieu du conflit. Dans toute discussion, la tentation est de répondre avec la même intensité que l'attaque. Mais lorsque tu choisis cette voie, tu finis par devenir un de plus parmi ceux qui se perdent dans le chaos. Le respect ne s'obtient pas en te rabaissant. Il s'obtient en montrant que peu importe combien le bruit est fort, ta voix reste ferme, claire et sereine. Cette combinaison crée un impact impossible à ignorer. Pense à la différence entre quelqu'un qui crie et quelqu'un qui, avec des mots simples et un ton calme, établit une limite. Le premier cherche à s'imposer, le second inspire le respect. Une phrase courte, prononcée avec sérénité, peut avoir plus de poids qu'une longue chaîne de cris. Des exemples comme « Je comprends ce que tu dis, mais je n'accepterai pas cette façon de parler » ou « Nous pouvons discuter, mais avec respect, ferme les portes au chaos et ouvre des chemins vers la clarté. » Marc Aurèle insistait sur le fait qu'une âme tranquille est plus forte que toute agression extérieure. Épictète rappelait que la dignité d'un homme ne dépend pas de ce que les autres pensent, mais de la façon dont il choisit de répondre. Et Sénèque affirmait que le calme est le signe du sage, car rien ne démontre plus de pouvoir que de ne pas perdre son sang-froid lorsque les autres le font. Ces enseignements deviennent des outils pratiques lorsque tu comprends que ta sérénité n'est pas passivité. C'est la forme la plus élevée d'autorité. La sérénité au milieu du conflit agit comme un miroir qui oblige l'autre à faire face à son propre débordement. Plus tu parles clairement et calmement, plus la différence entre ta fermeté et son débordement devient évidente. Ce contraste ne te donne pas seulement l'avantage, il fait aussi que les autres perçoivent ta force morale. En silence, ils commencent à comprendre qu'ils ne peuvent pas jouer avec toi, parce que ton calme est un mur qui ne se brise pas. Être clair et serein ne signifie pas être faible ni naïf. Cela signifie que chaque mot que tu prononces a une direction, il n'est pas gaspillé. Cela signifie que tu établis des limites avec élégance, sans insulte, mais sans laisser de doute. Cela signifie que ta position est si ferme qu'elle n'a pas besoin de violence pour se maintenir. Cela génère un respect qui ne peut être obtenu par l'intimidation, car il ne naît pas de la peur. Il naît de l'admiration pour ton caractère. Dans la vie quotidienne, ce principe se traduit par de petites actions qui font la différence. À la maison, lorsqu'une discussion s'enflamme, ta clarté en disant « je ne vais pas entrer dans ce jeu » peut éteindre la tension.
Au travail, ta sérénité face à une accusation injuste montre à tous que l'autorité réelle ne se mesure pas en volume, mais en maîtrise de soi. Dans la rue, ta capacité à ne pas te laisser entraîner par des provocations fait de toi quelqu'un d'impossible à manipuler. Le respect, qui s'inspire par la clarté et la sérénité, reste au-delà de la discussion. Les gens peuvent oublier ce que tu as dit, mais ils n'oublieront pas comment tu l'as dit. Ils se souviendront de ton calme au milieu du chaos, de ta fermeté quand il était plus facile de perdre le contrôle. Et cette image restera comme une marque que personne ne peut effacer. Au final, l'objectif n'est pas de gagner chaque discussion, mais de montrer que ton caractère est au-dessus de toute confrontation. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez